Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la préparation du cockpit, donc la deuxième vidéo du tuto. Du coup, pour un petit peu de contexte, on est un autre jour par rapport à la première vidéo, donc j'ai dû redémarrer le PC, redémarrer le vol, etc. Donc les conditions météo sont pas les mêmes, à part ça j'ai essayé de refaire au maximum tout comme là où on s'est arrêté, j'ai peut-être oublié certaines petites choses, et normalement globalement c'est la continuité du vol précédent, enfin du tuto précédent. Voilà pour ça. Petit message pour dire que normalement, si tout va bien, cette vidéo sera montée par Greg Le Sang, donc merci beaucoup à lui. Ça devrait ajouter pas mal de dynamisme et rendre la vidéo plus agréable à regarder. Ça ira probablement un peu plus vite parce qu'il va couper tous les moments où je dis et tous les moments inutiles. Donc ça sera probablement un petit peu plus rapide, peut-être parfois un peu plus dur à comprendre, mais n'hésitez pas à mettre pause, réécouter, etc. La vidéo n'en sera que meilleure. Donc la dernière fois, on s'est quitté avec la fin de la préparation du FMGC, et donc maintenant, on va continuer avec les prochaines étapes, et cette vidéo se terminera, encore une fois normalement, je l'espère, à la fin du repoussage. Donc, on va tout faire jusqu'au repoussage et on terminera la vidéo une fois qu'on aura fini le repoussage, et encore une fois la prochaine vidéo recommencera à la fin de celle-là. Donc après avoir set le FMGC, on va passer à l'EFIS et au FCU. J'ai toujours un peu de mal avec mes caméras mais on va y arriver. Donc on doit checker le QNH, qu'il est bien le même ici, à gauche, à droite et sur le standby, et qu'il est correct, qui correspond avec la tisse qu'on a chopé juste avant. Que les FD sont bien allumés, les LS, en temps normal, on n'en a pas besoin, on en aura juste besoin en cas de low visibility take-off, mais 99% du temps, on n'en a pas besoin. Ensuite, on set le range et notre ND comme on veut. Bon, moi, je mets en mode arc. Pour le départ, on peut mettre 10 ou 20 nautiques, bon, c'est un peu à l'appréciation de chacun. Et important, les deux petits switches ici, on les met sur VOR, donc à droite là, ce qui nous permet d'avoir les VOR qui sont indiqués en bas de notre ND, ce qui est plutôt pratique. Ah oui, d'ailleurs un petit truc que j'ai oublié de vous préciser la dernière fois. Sur la page Radnav, quand on force un VOR, donc là j'ai forcé le VOR de Fox Juliette Romeo, et ben là vous voyez, donc on a bien le VOR de Fox Juliette Romeo, mais il est aussi à gauche. La seule petite différence, c'est que à gauche, vous voyez, il n'y a pas le petit M à droite, enfin qui est à droite. Et ce M, il veut dire, je crois qu'il veut dire manuel, et ça veut dire qu'on a forcé le VOR de Fox Juliette Romeo, et du coup il ne changera pas la fréquence tant qu'on ne clear pas le Fox Juliette Romeo qu'on a mis ici. Et là vous voyez, si je le clear, on est toujours sur Fox Juliette Romeo, mais il est plus forcé, donc le petit M disparaît. Et après ça, on continue avec le check du FCU, on vérifie normalement que la speed est dashed, que le bird est en mode heading vertical speed et pas en mode track FPA, enfin du coup les flight directors, donc là on est bien en heading vertical speed, et l'alt window on la met as required. Donc normalement as required ça veut dire quoi? C'est on prend notre site de départ et on regarde la initial climb clearance. Bon là elle est by ATC. Dans ma compagnie, quand on connaît pas l'initial climb clearance avant d'avoir la clearance de la TC, ce qu'on fait c'est qu'on met 9900, parce que c'est, encore une fois, c'est un petit reminder. On sait que 9900 c'est pas une altitude normale, donc si on voit 9900 sur notre FCU, on sait qu'il y a un problème et qu'on n'a pas eu notre clearance. C'est juste comme ça. Alors après avoir fait ça, généralement le collègue est revenu du walk-around, bon on va dire qu'il est là, et à ce moment-là c'est généralement le moment, quand il revient, le moment où on va tester nos masques à oxygène. Donc il se situe juste ici, on ouvre le clapet et on va faire le test des masques à oxygène. Donc pour ça, la première chose à faire c'est de mettre le loudspeaker sur on, donc généralement on le met en position midi, là, l'aiguille vers le haut, ça suffit largement. Ensuite sur le ACP, donc le audio control panel, on met ce petit switch sur la position int et on met du son, il faut bien activer la réception du int, intercom, et mettre du volume. Ensuite, on va se diriger sur les masques à oxygène. Donc là, c'est le masque du captain, le siège ici. Celui de derrière, c'est celui pour ce jump seat. Et de l'autre côté, c'est pareil. On a celui à l'avant qui est pour ce siège-là, celui du first officer, et ce masque ici qui est celui pour ce jump seat. On va retourner de ce côté. On va pas faire les deux côtés, hein. C'est juste pour vous montrer une fois, mais c'est le même principe pour tous les masques. Normalement, on ne teste que les masques qui peuvent être utilisés. C'est-à-dire que si on n'est que deux dans le cockpit, que les deux jump seats à l'arrière ne sont pas utilisés, on va pas tester celui-là et l'autre à l'arrière là-bas non plus. On va que tester celui du captain et du first officer, juste pour information. Alors je viens de faire le test hors
hors vidéo et le test des masques oxygène n'est pas correctement simulé sur le Phoenix. Et bon, du coup, je vais vous le faire quand même comme on est censé le faire et comme on peut le faire sur le Phoenix. Normalement, quand on reste appuyé là-dessus, ça allume cette petite croix jaune et si on reste appuyé dessus, comme je suis en train de le faire, normalement, elle s'éteint au bout de quelques secondes. Là, c'est pas le cas. Je peux bombarder et elle va rester en place. Par contre, le test qu'on fait après, IRL, c'est de rester appuyé là-dessus, et en même temps, on vient appuyer sur celui-là. Et là, normalement, la croix jaune est censée rester en permanence pendant qu'on appuie dessus. Et là, on peut pas le faire, on peut même pas appuyer sur le bouton Emergency qui est là. Autre truc qui est pas simulé, tout à l'heure, on a mis sur Int et on a augmenté le son et on a mis le loudspeaker sur On. En fait, ça fait qu'on entend l'oxygène passer dans le loudspeaker et on entend une espèce de... comme ça, et du coup ça confirme aussi que l'oxygène passe, et c'est une autre forme de test. Ensuite, on doit vérifier que ce sélecteur est en position 100% parce qu'il a deux réglages. Soit il est mélangé avec l'air extérieur de la cabine, enfin, du cockpit, soit il est en mode 100%, ça veut dire que c'est 100% d'oxygène. De base, il doit bien être en position 100%. Éventuellement, si on a besoin de mettre le masque, on peut le mettre en position mélange si le 100% n'est pas nécessaire. Mais de base, il doit être en position 100%. Et on a presque fini avec la vérification du masque. Il y a pas mal d'étapes juste pour le masque, mais c'est comme ça. On doit réappuyer sur le bouton Emergency sans appuyer là-dessus et vérifier que la croix jaune n'apparaît pas. Encore une fois, ici, on peut pas le faire. Et on doit vérifier que ce sélecteur est bien en position haute et pas en position basse, parce que en position basse, c'est la position overflow, emergency overflow. Ça donne de la surpression d'air dans le masque. C'est en cas de fumée dans le cockpit. Ça permet de mieux voir à l'extérieur. Mais la position normale, c'est, enfin, quand le masque est rangé, c'est que l'aiguille soit en position haute. Voilà, on a fini avec le masque. Et la dernière petite chose liée à l'oxygène, c'est de vérifier sur l'ICAM, la door display. Donc normalement, si vous avez appuyé sur aucune page, c'est celle qui est display quand vous êtes au sol. On ne doit pas avoir le regulator low pressure indication qu'on a par exemple si on appuie là-dessus. Attends quelques secondes. Voilà. On ne doit pas avoir ce message qui est affiché. Donc nous, on l'a pas quand on est en position normale. Donc tout va bien. Bon, ensuite, on doit ajuster la luminosité de nos écrans comme on le souhaite. Je vous ai déjà un peu expliqué ça dans la dernière vidéo. Le loudspeaker également comme on le souhaite. Alors sur ces écrans, on est censé checker plusieurs choses. Donc on doit checker que l'altitude du terrain est correcte. Bon là, je pense que j'ai pas un QNH qui est tout à fait juste. J'appuie sur B. Ouais, bon, mon QNH n'était pas tout à fait juste. Donc là, on a une altitude à 20 pieds. On a une VSI, une vertical speed, pardon, à 0. On a 9900 pieds qui correspond bien avec l'altitude qu'on a mis sur le FCU. Et on vérifie aussi que notre heading paraît cohérent sur le PFD et sur le ND. Ça paraît juste. Et un autre petit truc qu'on check aussi, c'est si jamais, ça m'est jamais arrivé, mais sait-on jamais, si les écrans sont inversés, ben ça peut peut-être surprendre un petit peu au début. Enfin, on n'est pas censé voler comme ça. Donc si jamais ils ont été inversés, on appuie sur ce bouton pour les désinverser. Ensuite, un petit tour sur l'ICAM. On doit aller dans la pressure page. Et on doit vérifier que la landing elevation est sur auto. Donc ça nous indique que l'avion a bien capté qu'on allait à Orly, que l'altitude à Orly c'est 300 pieds et que du coup il va gérer la pressurisation automatiquement. Ensuite on check la page status. Et on doit checker que si jamais il y a des trucs qui sont inopératifs, ils soient déjà notés dans le tech log. Donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, on peut avoir des mails et du coup on peut avoir des systèmes qui sont inopératifs. Ça doit être compatible et on doit être au courant. On doit rien avoir de surprenant. Le fait que là on est 4.2 inop, c'est normal, c'est parce que l'avion n'est pas démarré. Du coup il nous dit que la 4.2 est inop. Mais en réalité, quand on aura démarré l'avion, on aura le 4.2, ce sera pas un problème. Ensuite dans le MCDU, on va dans Data, Position Monitor et on vérifie que les 3 IRS sont alignés. Que les 3 IRS sont sur nav. Et là, elles ont 0,1 de drift. Bon, c'est que dalle. C'est largement acceptable et largement correct. Il faut que cette valeur soit inférieure à 5. Et en même temps, pour vérifier que ça a du sens, ce qu'on fait, c'est qu'on se met en mode plan, en mode nav, peu importe. Et on vérifie que la position de l'avion a du sens. On se situe à gauche de la piste. On est un heading légèrement à gauche de la piste. Vous voyez, on est 0,2 nautique à gauche. On a un heading au 300. La piste est au 300. Toutes ces informations ont du sens comparé à notre position actuelle. Du coup, on peut considérer que notre avion est aligné. Enfin, nos IRS sont alignés. Ensuite, petit retour sur l'ICAM. On va dans la page Fuel. Et normalement, si le refueling est terminé, on vérifie que le fuel on board correspond à ce qu'on a demandé. Donc là, le FOB correspond à ce qu'on a demandé, ou ici, peu importe. Ça doit être le fuel dont on a besoin pour le vol, évidemment. Et on vérifie également que le fuel est balanced.
Donc ça veut dire que c'est équilibré au sein des réservoirs, qu'on en a autant à gauche qu'à droite, quoi. Normalement vous aurez toujours 690 dans les réservoirs extérieurs. Encore une fois, peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale sur le système de fuel, mais sachez que c'est normal qu'il y ait 690 à l'extérieur. Il y en a plus à l'intérieur, et si jamais vous faites un long vol, vous aurez en plus du fuel dans le réservoir central. Ensuite, du coup, le collègue est rentré, il check tout ce qu'on a fait, toute la préparation qu'on a faite, que ce soit au global dans l'avion et également dans le FMGC. Et après ça, on va pouvoir faire le departure briefing. Pendant que lui, il fait toute la vérification de ce qu'on a fait, on peut en profiter pour repasser un petit coup sur l'overhead, sachant que maintenant, le refueling est terminé. Donc quand le refueling est terminé, on peut attacher les passagers et on peut allumer les fuel pumps. Du coup, on vient d'attacher les passagers. C'est vrai que je vous avais pas expliqué ça non plus. En fait, on a une procédure pour embarquer les passagers en même temps qu'on est encore en train de refuel l'avion. Une procédure spéciale où un des deux pilotes doit aller en bas. Il doit se connecter. Alors, je sais pas si je vais avoir du mal à vous montrer. Mais là, juste au niveau de la prise où le GPU est connecté, il y a une petite prise. J'arrive pas à vous montrer, c'est pas grave. Mais il y a une prise jack à laquelle on peut connecter un casque. Et du coup, il y a un pilote qui reste à l'extérieur connecté en jack avec le cockpit et qui vérifie qu'il n'y ait pas de fuite de carburant sur les ailes. Enfin, sous les ailes plutôt. Parce que s'il y a une fuite de carburant, c'est une situation dangereuse et il faut évacuer les passagers le plus vite possible. C'est pour ça que quand on fait du refueling avec les passagers, en même temps qu'on embarque les passagers, on garde les seatbelts sur off. Une fois que le refueling est terminé, on peut allumer les seatbelts. Donc maintenant, on va faire le briefing de départ. Donc pour le briefing, à chaque fois dans ma compagnie, il est divisé en deux. Le PM commence, le PF continue. PM, Pilot Monitoring, PF, Pilot Flying. Aujourd'hui, je suis PM et PF, mais bon, c'est juste comme ça. Donc on commence par dire quelle piste on attend. Donc si jamais, là je considère encore une fois qu'on n'a pas encore eu la clairance de départ, donc on peut faire le briefing même sans l'avoir. En ayant écouté la TIS, on peut savoir quelle piste on aura et probablement quel départ on aura. Et si jamais c'est pas le cas, on peut toujours rebriefer juste les éléments qui ont changé, c'est pas dramatique. Donc là on s'attend à un départ en piste 12 gauche depuis Montpellier, avec une SID dont j'ai oublié le nom, c'est Novembre Golf 7 Lima. First clear d'altitude on l'a pas encore. La MSA sur le départ, elle est indiquée ici, 1900. Il y a un petit 1, un petit 2. Alors le petit 1 et le petit 2, ils sont écrits juste ici, donc c'est si jamais on n'a pas de DME. Nous on a un DME, donc on n'est pas concerné par ce petit encadré. Donc dans une distance de 9 nautiques autour de l'aéroport, la MSA elle est à 1900 pieds, et entre 9 et 25 nautiques, parce que la MSA c'est toujours un cercle de 25 nautiques, entre 9 et 25 nautiques, sur notre départ on sera à 2300 pieds pour la MSA. Ensuite on parle de l'extra fuel, et l'extra fuel on le chope ici, un page fuel pred. Donc on a un extra fuel de 2,5 tonnes, c'est énorme, ce qui représente 1h15 d'extra. Ensuite c'est au tour du PF, donc le PF il va commencer par parler du taxi. Donc pour parler du taxi, on va prendre la charte taxi, et donc il va nous dire on est garé quelque part ici, puis on s'attend à taxi via Mike, Tango pour le point d'attente Tango 6 de la piste 12 gauche. Il n'y a pas de hotspot sur ce taxi, donc vous voyez par exemple ici il y a un hotspot, et là il te dit que c'est le hotspot. Nous sur notre route on n'en a pas. Donc les hotspots c'est des points entre guillemets dangereux où il faut faire attention, il y a un truc particulier, mais nous on n'en a pas sur notre route. Ensuite on va discuter, enfin le PF va parler de son engine out SID, donc on a configuré dans le secondary flight plan. En l'occurrence, c'est dans l'axe 15 nautiques, on hold en 123 right turn, et si nécessaire, on peut revenir se poser à Montpellier. Un truc qui est important à préciser en cas de retour immédiat, on aura une masse de 67.2, et si on regarde notre simbrief, du coup, on a un maximum landing weight à 64.5 et on a un gross weight actuel à 67.2. Donc si jamais on fait un retour terrain immédiat, on sera en overweight, et du coup on aura besoin de faire la overweight landing checklist. La piste à Montpellier, elle fait quand même 2600 mètres, devrait pas poser de problème pour un overweight landing. Si jamais par contre on a des pannes de flaps, etc. qui rajoutent vraiment beaucoup de landing distance, on devra probablement divert. Mais si par exemple on a un feu, un truc qui nous oblige à rentrer immédiatement et à poser rapidement, on pourra revenir sur Montpellier sans problème.
Il n'y a rien de spécial, rien de non standard sur ce vol. Ensuite, on va parler des threats, donc des menaces, enfin des risques potentiels sur ce vol. Personnellement, je vois pas grand-chose de très dangereux sur Montpellier. Ce qu'on va mentionner typiquement, ça va être par exemple s'il y a une grosse montagne juste en face, s'il y a une engine out procédure qui est un peu compliquée, ou s'il y a de la météo, s'il y a de l'orage, etc. C'est ce genre de trucs qu'on va mentionner. Bon, là à Montpellier, je vois rien de bien particulier. Ensuite, le PF est censé dire comment il va utiliser les automatismes après le décollage, donc à peu près quand est-ce qu'il va engager l'autopilote, etc. Ou s'il veut voler un petit peu plus à la main. On brief par exemple si on est s'il y a des low visibility procédures ou des procédures spéciales qu'on n'a pas encore briefées. Par exemple si on a une MIL ou ce genre de choses. Et c'est à peu près tout pour le briefing. Évidemment, on demande au collègue s'il a des questions. Après avoir fait tout ça, c'est généralement, enfin juste après le briefing, c'est généralement le moment où on fait la Cockpit Preparation Checklist. Donc à chaque fois, c'est le PF qui demande les checklists. Donc le PF va demander Cockpit Preparation Checklist et le PM va dire Cockpit Preparation Checklist. Et là, je vais vous faire les items un par un de la Cockpit Preparation Checklist. Donc Gear Pins and Covers, normalement ils sont ici et le PM a checké que tout était bien enlevé pendant dans le walk-around. Vous voyez, c'est les petites flammes rouges, par exemple qu'on peut avoir les caches pito, etc. Gear Pins and Covers, removed. Fuel quantity, on doit vérifier sur la page fuel la quantité de fuel que c'est balanced. Donc là on a 6180 kg balanced. Seatbelts, elles sont sur on, donc on vérifie le bouton et on vérifie aussi qu'on a bien l'ICAM seatbelt sur on. Le prochain item, il s'appelle Cockpit Prep, donc on fait un scan global, on vérifie que tout a l'air bien et je me rends compte en faisant mon scan que tout ne va pas bien. C'est à ça que sert la checklist. Je n'ai pas démarré la PU et j'ai encore l'external power de connecter. Donc c'est généralement, normalement, quand on fait la Cockpit Preparation Checklist, on essaye d'être complètement prêt et là c'est pas le cas. Donc je démarre la PU et je reviens juste après. Alors je précise juste, pendant que la PU est en train de démarrer, c'est pas ce qu'on aurait fait IRL. On aurait probablement terminé la checklist et à la fin on aurait démarré la PU, même si la Cockpit Preparation n'était pas tout à fait complète, ou alors à la limite on aurait delay juste cet item de la checklist pour terminer la checklist plus tard. Généralement on n'interrompt pas les checklists en plein milieu comme ça. Donc là notre APU available, donc c'est bon, on peut déconnecter l'external power, mettre l'APU bleed, donc je vous reprends sur la checklist. On en est à cockpit prep, on vérifie que tout est bien, donc c'est un scan assez rapide, que tout est bien dans les bonnes positions. Donc cockpit preparation completed, le prochain item c'est les AD-IRS, donc ouais, non, Data, Position Monitor, Nav, et barre au ref, on vérifie le QNH, 1017, 1017, 1017. Donc QNH 1017, set, and Cockpit Preparation Checklist completed. Donc du coup, après ça, si on n'a toujours pas eu la clearance, il est grand temps de la demander. Il y a certains aéroports où on a la clearance seulement pendant le roulage, la plupart du temps, c'est pas le cas, on l'a quand même quand on est à la gate. Normalement, le meilleur moment pour demander la clearance, c'est avant de faire le briefing, comme ça on est sûr de faire un briefing cohérent, mais si jamais on la demande maintenant, c'est pas vraiment un problème non plus. Donc là, on demande notre clearance et on va dire qu'il nous autorise pour la piste 12 gauche, un départ Novembre Golf tête Lima et une montée initiale au 070 transpondeur 1000. Donc je règle tout ça. Une fois que le PM a read back la clearance, normalement on est censé faire un check de la clearance. Donc le PF relie tout ce qu'il a... Parce qu'en même temps que la clearance est donnée, le PF insère directement les données, comme je l'ai fait moi. Et du coup, une fois que la clearance a été read back par le PF refait une annonce en disant tout ce qu'il a inséré, et le PM vérifie que ça colle bien avec ce que lui a entendu. S'il y a un doute, évidemment, on redemande confirmation à l'ATC. Donc là, si je suis PF, je redis runway 12 left, départure November Golf 7 Lima, initial climb 70, and squawk 1000. Checked. Clearance confirmed. Après ça, avant de partir, on doit vérifier la load sheet finale. Alors je crois que je connais pas très bien, je crois que sur le Phoenix, elle est donnée dans là-dessus. Je crois que c'est dans les messages, receive messages, Phoenix Hub, on s'en fout, mais load sheet, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc ça, normalement, on doit vérifier avec le ground staff qui fait les load sheets, on a bien les bonnes valeurs. On accepte la load sheet, on refait les calculs de performance avec la load sheet finale. Donc là, d'abord on insère la load sheet finale. Donc on fait dans Mass and Balance, on vérifie que toutes les valeurs sont bonnes et on les insère dans la page init B. Donc là, si je regarde, j'ai un 0 fuel weight à 61, ça c'est bon. Mon max 0 fuel weight, il est à 32. Donc j'avais déjà la load sheet, enfin les valeurs n'ont pas changé, donc ça on est bon.
et le block fuel. Enfin, du coup, on a un take-off weight. Take-off weight 66.9. Ici, on a 67. C'est pas très grave. On prend le safe. Donc, le safe, ça veut dire le plus lourd. On va faire nos calculs de performance avec 67 tonnes au décollage. On va dans départ sur perf. On vérifie bien 67 tonnes. C'était pas le cas, donc on met 67 tonnes. On fait calculate. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit plein de choses. Je sais plus si je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Dans ma compagnie, on essaye toujours de décoller flaps 1. Si c'est pas possible, on met pas flaps 1, mais on va quand même essayer avec flaps 1. Flaps 1, ça marche, il nous donne des valeurs qui sont un petit peu différentes, mais ça nous convient très bien. On peut tout rentrer à la main dans le MCDU. Je vais pas m'embêter, je vais juste faire send to MCDU et voilà. Un truc qui est important IRL aussi, une fois qu'on a fait nos calculs de performance, c'est de vérifier que la green dot speed, donc la clean speed, correspond avec celle qui nous est donnée par le calculateur de performance. Donc là, on a une clean speed à 214, et si on regarde la clean speed du calculateur de performance, on est à 215. Donc c'est des valeurs qui sont très proches. C'est tout à fait cohérent. Ensuite, on est presque prêt à repousser. Pardon. Normalement, le PF est censé rester sur la page perf et le PM, donc je vais considérer que le PM est à droite, se met sur la page flight plan. On vérifie bien que nos ACP soient en réception sur VHF1, VHF2 à gauche et à droite. Et on vérifie que tout est déconnecté, que ce soit l'external power ou l'air conditionné, on vérifie que tout est déconnecté. Et également, normalement, on doit faire signe au ground crew de déconnecter physiquement l'external power. Bon, c'est entre guillemets ce qu'on a simulé en allant dans le Phoenix Ground Services et en déconnectant le GPU. Ensuite, on doit normalement attendre que tous les slides soient armés avant de demander la pushback clearance. On doit également s'assurer, en parlant avec le ground staff, qu'ils sont prêts au repoussage, histoire qu'on ne demande pas le repoussage et qu'en fait après on soit pas prêt. Pour parler au ground staff, on se met sur int, donc intercom, et soit on parle avec le PTT, soit on parle avec... Ah d'ailleurs j'ai pas remis ça en position normale. Soit on parle avec le RAD, soit on le laisse sur int, mais là ça veut dire que tout ce qu'on dit dans le cockpit va être entendu par le ground crew, et c'est pas forcément ce qui est le plus agréable pour lui, parce que on parle beaucoup, on fait notre checklist et tout, et ça l'intéresse pas. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est les communications qui lui sont destinées. Donc généralement on essaye de lui parler en faisant juste comme avec la tour, on fait du push to talk ou on utilise le RAD. Donc les slides, je sais pas trop comment ça marche sur le Phoenix, je sais pas à quel moment il les arme, mais donc normalement on doit attendre qu'ils soient armés, et on va dire que le ground crew est prêt, donc on va demander la pushback clearance. On appelle la tour nous dit ok, vous êtes autorisé repoussage face au nord, QNH 10-17. Parfait, on read back et on fait le before start flow. Donc le before start flow, on va commencer par le PF. Donc là, si je suis PF, bon, encore une fois au simu, on est les deux, mais quand même la division. Donc si je suis PF, je check, enfin je mets la beacon sur on quand on a la pushback clearance. Je vérifie que la fenêtre est fermée. Je mets mon iPad en mode avion. Je vérifie encore une fois que les slides sont armés. Bon là, en mettant la beacon, du coup, ça a armé les slides, c'est magnifique. On vérifie que les thrust levers sont sur idle et que le parking brake est on et qu'il est bien serré. Ensuite, côté PM, ça commence ici. Alors je sais pas si vous avez vu, mais ça fait un ordre logique, quoi, de haut en bas, gauche et de nouveau en bas, comme ça. Le PM, alors c'est un peu dans l'autre sens, mais ça suit toujours un ordre logique. Il met le transpondeur sur auto. Nous, on a un iPad ici et un téléphone qu'on doit mettre en mode avion. Une fois qu'il a fait ça, il met sa tablette en mode avion, il vérifie bien que sa fenêtre est fermée, et lui aussi, il vérifie que toutes les portes sont fermées et que les slides sont armés. Alors une fois qu'on a fait tout ça, le PF va appeler pour la Before Start Checklist. Donc Before Start Checklist, Parking Brake, il est set. Nose wheel steering, alors ça c'est quand on a un pushback, on doit vérifier qu'on a bien le nose wheel steering disconnect qui s'affiche ici. Moi j'ai pas d'application pour le pushback là, mais peut-être que si je fais ça, peut-être qu'il va me l'afficher, j'avoue que je suis pas trop sûr. Ah c'est bon, ça y est, il me l'a affiché, mais j'ai peur qu'il commence le repoussage, donc on va se dépêcher. On vérifie bien que tous nos téléphones et nos tablettes sont en mode avion, donc mobile phone DFBs off and flight mode. On vérifie que le transpondeur est bien set. Ensuite on vérifie take off speed and thrust. Donc c'est le PF qui commence, il lit les vitesses qui sont dans la page perf. V1 134, V rotate 138, V2 140, flex 61. Pendant ce temps, le PM, ça c'est important, j'ai appris ça très récemment, mais je vous le partage quand même.
le PM ne check pas son application de performance parce que ça a déjà été, enfin il a déjà recheck les performances. Il a déjà recheck que ça c'était déjà cohérent avec les vitesses qui sont là. Donc là ce qu'il fait c'est juste de checker que les vitesses sont cohérentes au niveau du PFD. Donc que la V1 est bien 134 et que la V2 est bien 140. Un petit détail mais voilà. Ensuite Windows closed, on vérifie des deux côtés qu'on a bien la petite languette rouge qui nous indique que les fenêtres sont bien fermées et la beacon sur on. Before start checklist completed. Maintenant on est tout bon. Le PF appelle le staff au sol en disant we are clear for push and start facing north. Et j'ai oublié, on lui dit aussi, j'arrive pas, mais bon c'est pas grave, on lui dit aussi parking brake is set. C'est toujours important qu'on soit bien d'accord avec le personnel au sol, de savoir quand le parking brake est set ou pas, histoire qu'il n'y ait pas de confusion et qu'il n'y ait pas qui commence pas à push alors qu'on a encore le parking brake. Ils ont une petite lumière à l'extérieur, alors je pense qu'on la verra pas. Ah si on la voit, mais c'est incroyable. Bah pardon Phoenix. Vous voyez la petite lumière rouge là, c'est la lumière du parking brake. Donc là si j'enlève mon parking brake, la lumière s'éteint. Et voilà, donc ils ont cette indication, mais on confirme quand même toujours oralement si le parking brake est set ou pas. Donc parking brake is set, on est clear for push and start. Le mec au sol nous rappelle en nous disant ok please release parking brake. On release le parking brake et il commence à push. Alors bon, j'ai pas une application pour le pushback comme je vous disais, donc je vais faire un pushback un peu approximatif. Et pendant le pushback, on va faire le démarrage des moteurs. Alors comme mon pushback est un peu approximatif, je vais juste terminer mon pushback et je vous reprends juste après pour le démarrage des moteurs. Bon voilà, j'ai fini mon pushback, il est pas terrible, mais c'est pas très grave, on va s'en sortir. Je remarque que mon ND est passé correctement, donc je vais me remettre en mode arc, nautique, c'est très bien. Donc normalement, on commence le démarrage des moteurs pendant le repoussage, mais là, comme je vous ai dit, c'était un petit peu compliqué. Donc avant de démarrer les moteurs, on s'assure bien avec, encore une fois, le mec au sol, que le périmètre autour des moteurs est clear et qu'on peut démarrer les moteurs. Donc on met le starter sur start, on vérifie qu'on a de la pression pneumatique ici, on vérifie que les FADEC soient bien alimentés, du coup les croix se sont éteintes ici, et si on est tout bon, ce qui est notre cas ici, on peut démarrer le moteur 1. Donc on démarre le moteur 1, on monitore bien que la start valve s'ouvre, que le N2 augmente. On va monitorer un petit peu la start sequence. Donc le N2 augmente, il s'arrête autour de 23, c'est tout à fait normal. 23, 24. Là on a l'ignition qui s'est mis en route, donc on a le B qui s'est... l'igniter B qui s'est allumé. On a le fuel flow qui arrive, et du coup avec le fuel flow on a la combustion, et donc l'EGT, l'exhaust gas température, augmente. Je vous ai tout fait très vite fait. Et le N1 aussi, évidemment, j'ai oublié le N1 de parler du N1. Je vous ai tout fait très vite fait. Si jamais, encore une fois, peut-être que je vous ferai un truc un peu plus détaillé sur tous ces paramètres, quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils représentent, et la séquence de démarrage. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. On a available, donc on peut lancer le démarrage du moteur 2. C'est la même histoire. On a la pression, la start valve qui s'ouvre, le N2 qui augmente. Bon, ça va être exactement la même chose, donc je vous reprends juste après le démarrage du moteur 2. Donc là on arrive à la fin du démarrage du moteur 2. Voilà, on a le gros clac que vous avez entendu, là c'est le générateur du moteur qui passe actif. Et on a le avail. Donc une fois que les deux moteurs sont allumés, ah oui c'est vrai que j'ai pas précisé, mais on va faire du roulage sur deux moteurs. Encore une fois peut-être qu'un autre jour on fera du roulage sur un moteur, mais aujourd'hui c'est deux moteurs. Et donc là je vais faire le flow du PF une fois que les moteurs sont démarrés. Alors, le premier truc qu'il fait c'est de dire au ground crew de se déconnecter parce que c'est bon, les moteurs sont démarrés. Donc au revoir, merci monsieur. Hop. Ensuite il met le start sur norme. APU bleed sur off, il allume les NTI si besoin, aujourd'hui on n'en a pas besoin, et on éteint la PU. Après ça, il check ici qu'il y a bien qu'il n'y a plus le nose wheel steering disconnect parce que la broche bypass du pushback a été retirée, donc ça c'est bon. Et le dernier truc qu'on check, c'est que il n'y a pas ICAM status. Si on avait par exemple si je prends un pack, vous voyez on a un petit STS qui nous indique qu'on a des informations sur la page status, et du coup on va voir ce qui marche pas. Là c'est le pack 1, bon normal je viens de le couper, je le remets. Et là on n'a pas le STS, donc s'il n'y a pas le STS, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de checker la page status, c'est que tout va bien. Ensuite, le PM, il commence par armer les spoilers, il reset le rudder trim, il met les flaps dans la take-off position, donc aujourd'hui c'est take-off 1+F, et il va set le THS. Pardon, pour set le THS, il va dans la page FuelPred, et dans la page FuelPred, il y a l'OCG qui est indiqué juste ici, 30.4.
Donc on regarde sur l'échelle ici, donc vous voyez le 30.4 est là. Donc on va aligner à peu près, alors ça n'a pas besoin d'être très précis, mais c'est à peu près, on l'aligne juste un peu au-dessus du 30 quoi. Quelque chose comme ça. Et si on veut être précis, mais encore une fois ça n'a pas besoin d'être très précis, on peut checker ici dans la page perf, down 0.4, si on va dans flight control, bon, vous voyez on était à down 0.5, on peut laisser comme ça pose aucun problème. Et après ça, il finit comme le PF par checker que le nose wheel steering est bien déconnecté et que le status est pas, enfin le STS est pas affiché. S'il est affiché, alors on vérifie ce qui ne marche pas. Une fois qu'on a fini tout ça, le PF appelle pour l'After Start Checklist et on part sur l'After Start Checklist. Donc, After Start Checklist, anti-ice off, ECAM status checked, comme je vous ai dit, si il n'y a pas le STS, bah on n'a pas besoin de checker, sinon on va voir dans la page status. Et donc ECAM status checked. Pitch trim, on est à 30.4%, checked, and rudder trim neutral. After Start Checklist completed. Voilà, donc on a terminé l'After Start Checklist. C'est la fin de cette vidéo. On se reprendra la prochaine fois pour la suite des festivités. Merci à tous d'avoir suivi. À la prochaine. Ciao, ciao.